Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario, bienvenue au Tout savoir en 24 minutes. Alors, comme je me suis fait scooper sur le mot soupe au lait, je vais te demander, est-ce que tu crois que ça devrait faire partie de l'index de l'Assemblée nationale? Mais ça n'a pas été dit en chambre aujourd'hui. Là. Ça a été dit dans le corridor par Bernard Drinville. Donc, le lexique non parlementaire ne s'applique pas. Mais c'est écoute, au Parlement, je me dis que ça doit quand même aller bien au Québec, là. Je sais pas, moi, le logement, les taxes, les hôpitaux, l'éducation, parce que l'enjeu du jour, c'est ce que Paul Saint-Pierre Plamondon a mauvais caractère. C'est vrai que ça a fait énormément de bruit. Moi, honnêtement, je trouve que c'est un peu gros, mais c'est sûr que c'est devenu le débat. Lui-même a dû réagir à ça sur les réseaux sociaux, publier une photo, puis... Oui, qui a tourné en dérision, d'ailleurs. Oui, parce que tout ça a commencé hier, là, hein? Hier, il est en... Ouais, on la voit la photo pour les gens qui sont avec nous à la télé. Est-ce que je suis soupe au lait? Il dit, voilà, je suis démasqué avec une soupe au lait, mais avec la pinte de lait devant. C'est qu'hier, il trouvait qu'il n'y avait pas de réponse de François Legault. Ça m'amuse un peu parce que, je veux dire, à la période de questions, comme dans les commissions parlementaires, études de crédit, l'opposition considère toujours ne pas recevoir de réponse du gouvernement. Puis bon, c'est un classique. Mais là, il s'est dit impatienté. Et donc, au moment où il y avait un échange et que, bon, il y a des cadrans avec du temps, lui, il restait 40 secondes. Normalement, tu utilises tout ton temps, tu vas au bout de ton échange, mais il a comme claqué la porte. Mais tu sais, pas claqué en faisant du bruit avec la porte, mais il est parti. Il s'est levé. Il s'est levé, mais il s'est levé comme... Je l'ai pas vu, là, j'ai pas assisté à la scène, mais ceux qui... Comme impatient, là, comme... ça va rien, vaut pas la peine d'être ici, mais ça crée son camp. Ben, on le voit pas sur les images, d'ailleurs. On le voit debout, mais on le voit pas quitter. On voit pas vraiment quitter. Non, parce que les images, les caméras de l'Assemblée, c'est pas du cinéma, ils peuvent pas... Faut qu'ils filment la personne qui parle, ou à des moments, ils peuvent pas dire, hey, lui, il s'enfuit de la chambre, on le suit, c'est interdit. On filme vraiment vis-à-vis la personne dont le micro est ouvert. La personne qui parle, c'est juste ça, la télédiffusion des débats. Donc, là, aujourd'hui, on a senti François Legault, à la période des questions, a renvoyé une pointe là-dessus. Mais on a quand même senti que tout parti confondu, c'est le principe de la montagne de neige. Quand tu es au sommet de la montagne, là, les gens qui veulent te débarquer, ça vient des quatre bords. Là. Donc là, autant à la CAQ que Bernard Drinville qui dit soupe au lait. Après ça, Gabriel Nadeau-Dubois aussi qui s'est mêlé un petit peu qui en a remis du un débat. peu. Au Parti libéral, André Fortin, il a joué ça plus... il a gaspillé des secondes précieuses, utiles pour surveiller l'action. Je pense pas que 40 secondes aurait augmenté beaucoup la surveillance de l'action gouvernementale, mais c'est juste pour dire que tout le monde s'est mis à y taper dessus. Bon, est-ce que c'est parce qu'il a joué? Oui, il jouait. Peut-être que lui, il l'a pas joué, mais la vie l'a amené un peu dans le personnage comme parfait, là. Tu sais, du gars, il est pas trop partisan, il est gentil, il est poli, il parle bien. Dans les débats des chefs, il se comporte mieux que les autres, il est au-dessus de la mêlée, il se tient à ses principes, l'espèce de... Puis là, en fin de semaine, sur le Canada, il a brassé la cage pas mal, il y en a qui n'ont pas aimé ça. Là, hier, il part avant la fin. Et là, est-ce que c'est comme le vernis du personnage parfait qui est en train de craquer? Est-ce que c'est ça? Il a fait lever beaucoup de poussière là, depuis le début de la semaine. Là. Mais pour tout être humain, le titre de parfait, c'est lourd à porter. Assez lourd à porter, la perfection. T'en sais quelque chose. J'ai jamais essayé, non. Mais est-ce que, d'après toi, Paul Saint-Pierre Plamondon va réussir à aller au-delà de tout ça? Au-delà de cette controverse-là? Non, je veux dire, il va passer à travers ça, c'est pas une vraie grosse controverse, mais je sens quand même qu'avec ce qui s'est passé en fin de semaine... Le discours à son endroit change et, à mon avis, sa montée d'un sondage là, attire à sa fin. Là. Parce qu'il y avait des gens qui l'appuyaient et qui n'étaient pas vraiment souverainistes. Mais vraiment, sa personnalité avait accroché. Et là, on sent, qu'il y a des gens qui, en fin de semaine, l'ont trouvé rough. Fait que je pense qu'il va plafonner. Puis je tomberais pas en bas de ma chaise, mettons, que si tu me disais d'ici 3-4 mois que le PQ perd quelques points. Ce qui va être à surveiller, c'est ce que la souveraineté en gagne. Parce que je pense que si la souveraineté gagnait 4 points puis le PQ en perdait 2, Paul Saint-Pierre Plamondon dirait quand même pari réussi. T'sais, sur le total, là, il se dirait j'ai fait bouger la bonne aiguille. Là, par contre, si la souveraineté bouge pas puis que lui part en descendant, là, ça va peut-être faire opération ratée. Là. J'ai voulu jouer une espèce de kit ou double du discours indépendantiste radical, puis finalement, ça fait pout-pout. Donc, on va voir comment il va conduire ça. Mais l'affaire du mauvais caractère, disons que moi, je m'engage comme animateur, je suis encore prêt à le recevoir et je n'ai pas peur de lui. Là. Il était d'ailleurs avec Richard Martineau aujourd'hui. Richard n'a pas eu peur?
Non, je pense que non. Je pense qu'il est chez lui tranquille aujourd'hui, ce soir. C'est bien. Puis tout s'est bien passé. Je pense pas qu'il soit si méchant que ça. Mais tu sais, Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, il a un petit peu le beau rôle là-dedans parce que c'est le chef du Parti québécois. Quand toi, tu étais à l'Assemblée nationale, si un de tes députés s'était levé et était parti, qu'est-ce que tu aurais dit? Ben, tu sais, chaque cas est unique. Tu sais, un député... D'abord, si un député partait, mettons que c'était, je sais pas, là, mettons qu'on était en train de discuter du cas là, d'une dame qui est en attente pour une chirurgie, puis là, le ministre prend pas tout au sérieux, puis là, qu'il y a un député, tu pourrais même en faire un cas de « wow ». Tu sais, c'est un député qui s'est choqué, puis à un moment donné, là, l'impatience, l'indignation, l'impatience qui vient de l'indignation du comportement inacceptable, tu pourrais même tourner ça à ton avantage. C'est qu'hier, on était dans un débat plus politique, partisan, puis là, lui, il stand, puis il part avant la fin. Ça n'a pas paru comme l'impatience liée à une cause ou liée vraiment à une situation humaine. Mais, tu sais, un député, c'est parce qu'un député qui n'utilise pas son temps, il y a un vieux proverbe qui est bien tannant qui dit que les absents ont toujours tort, là, tu sais. Des fois, dans l'absence, tu sais, tous les boycotts d'une table de discussion, c'est des genres de batailles que tu gagnes, je te dirais, une fois sur 5, puis encore peut-être une fois sur 10. Donc là, lui, tu sais, l'absence, t'es pas là. C'est juste 40 secondes, mais c'était tes 40 secondes à toi. T'avais le droit de parole, tu t'es levé, tu l'as pas pris. Bon, là, pour ça, tu vas se dire, mais là, j'ai pas pris parce que là, je suis pas satisfait des réponses. C'est des batailles dures à gagner. Pour gagner une bataille de chaise vide, il faut vraiment que ton point soit très solide, très clair pour le public, parce que sinon, le réflexe du public, ça va être de dire, ben, garde, là, choque-toi pas, là, t'es payé pour être là, pose des questions jusqu'à la fin. C'est le réflexe naturel de la population. Mais c'est un peu quand, au début de la session parlementaire, il avait refusé de prêter serment au roi. Là, il y avait une chaise vide, et là, il y avait un peu plus la population en arrière de lui. Il y avait une grosse cause visible et comprise, puis là, cette fois-là, ça avait passé pour du courage. Alors que là... Ben là, hier, en même temps, faut pas virer fou, c'est 40 secondes. Mettons, il aurait parlé 40 secondes, il aurait pu les gaspiller à répéter des choses qui ont déjà été dites. Il faut pas virer fou pour 40 secondes, mais c'est ça. C'est qu'il est parti. Il est parti impatient. Puis ça a pas... Moi, je pense que globalement, ce 24 heures-là, quoi qu'il l'a récupéré en humour, ce 24 heures-là est pas super bon pour lui. Mais ça a été grossi. Moi, ça a été grossi par ses adversaires aussi, qui ont réussi en embarquant toutes les parties qui parlent de ça. Ben, ça a comme forcé les journalistes, puis là, lui, ça l'a forcé à répondre. Fait que ça a comme mis ça, l'histoire du jour. Là. Ben, comme tu le disais, quand t'es en haut de la montagne. Oui. Alors, aujourd'hui, il n'y a personne libéral, Québec solidaire, CAQ, il n'y a personne qui a dit, ben non, le tempérament de Paul Saint-Pierre-Plamondon, on s'en fout, là, on va parler des hôpitaux à la place. Non. Tout le monde voulait commenter ça. Tout le monde voulait rajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre sur cette histoire-là. Là. Tout savoir en 24 minutes. Mario, t'as une voiture? Oui. Essence? Électrique? Hybride? Les deux hybrides, mais j'aime ça hybride, dans le fond. Tu sais, mettons pour le quotidien, là, entre ici, le TVA, chez nous, c'est zéro essence. Fait que, tu sais, je fais le plein... quand je vais au chalet, j'ai besoin près de la moitié de la distance en essence. Ça fait qu'essentiellement... ben, tu sais, si je vais pas beaucoup, mettons comme cet hiver, des périodes où j'allais pas beaucoup au chalet, je fais le plein une fois par mois. Donc, t'as pas fait le saut ce matin? Ce matin, non. Là, je ferais pas besoin d'essence à court terme. Non, j'aime ça hybride. Mais on s'habitue à pas mettre d'essence souvent. Là, au début, non, on s'habitue. Mais non, le prix de l'essence, c'est tout un bon. Un peu mystérieux d'ailleurs, parce que moi, je suis... Je suis un peu maniaque d'économie. Je suis le prix du baril. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde. Les gens vont dire que c'est un malade mental, mais je suis plein de statistiques économiques comme ça, dans le prix du baril de pétrole. Et je dois avouer, puis je l'avais pas dit publiquement, pas écœurer le monde, mais le prix à la pompe avait pas monté autant que le prix du baril. Mettons, entre Noël puis le 31 mars, le prix du baril avait monté pas mal. Là. Puis le prix à la pompe avait monté, mais moins. J'irais pas dire aux gens, on payait pas assez cher, mais ça pourrait... Et là, on n'a pas ce qui s'est passé parce que là, le prix du baril a atteint un maximum le 5 mai, au début avril. Mais là, depuis 10 jours, il baisse. Depuis 10 jours, le prix du baril de pétrole, il baisse. Puis là, tout à coup, pouf, à la pompe, 12 cents, 15 cents à des endroits. Ils disent que ça a monté de 20 sous d'hier à aujourd'hui, 20 sous. Ben, pour te dire, à Montréal, c'était 1,92 le litre. Puis à Québec, c'était autour de 1,90 environ. Fait qu'on parle hier, quand même, dans le cas de Montréal, il y a des endroits qui ont été à 1,72. Puis aujourd'hui, on est à 1,92. C'est que ça, c'est un saut. Il y a des endroits, c'est un saut de 20 sous. Fait que, comment expliquer ça? C'est difficile à expliquer. Par contre, je veux pas être prophète de malheur, mais
regardez les taxes sur l'essence. Bon, là, on ne sait pas si Pierre Poilievre est élu, est-ce qu'il pourra en annuler, mais regardez toutes les taxes sur l'essence. D'ici 2030, là, la politique du gouvernement canadien, c'est les taxes sur l'essence montées à 57 sous. Par rapport présentement, il devait être à peu près 15, là. Mais que le pétrole en bas de 2 piastres, il va venir un jour où ça n'existera plus, là. Ça ne sera plus jamais, là. On ne sera pas tous électriques à ce moment-là? On va être plus électrique. C'est sûr, on va être plus électrique. Peut-être à un tiers. Peut-être, mais mettons, en 2030, on va peut-être être la moitié des véhicules électriques. Mais l'autre moitié, ils vont trouver l'essence... Yasmine Abdel-Fadel, notre collègue, a reçu justement le spécialiste Dan McTeague. Et lui, ce qu'elle lui a posé comme question, je la trouvais extrêmement pertinente. Elle lui a demandé si plus il va y avoir de véhicules électriques, ben forcément, les pétrolières ne voudront pas nécessairement baisser leurs profits. Alors, est-ce que finalement, ils ne vont pas décider de compenser sur les propriétaires de véhicules à essence? Et là, ça va être une explosion des prix. C'est une bonne question. Maintenant, l'autre chose qui fait monter les prix, c'est que ce qui est de bonne à loi présentement, c'est de demander à des institutions. Le cas simple au Québec, la Caisse de dépôt. Quasiment 400 milliards. Là. C'est de l'argent à investir. Et on demande à notre Caisse de dépôt, investissez pas dans le pétrole, faut pas investir dans aucune forme d'entreprise pétrolière, exploration, exploitation, rien du tout. Puis ça, c'est demandé à beaucoup d'entreprises, puis maintenant, il y en a qui demandent ça aux banques, puis il y a de plus en plus d'organisations qui se font dire, investissez pas dans le pétrole. Or, on utilise encore. On dit qu'il faut pas investir là-dedans, mais tous les matins, les gens partent pour aller travailler, mettent du gaz dans l'auto. Donc, il arrive quoi quand tu n'investis pas dans un secteur? Tu modernises pas les... Tout l'investissement, que tu modernises moins les raffineries. Toute l'industrie pétrolière, tu la fais marcher avec moins d'argent, moins d'investissement, mais avec autant de besoins. Ça va au-delà de simplement faire le plein dans sa voiture. Là. C'est toute une industrie. C'est le camionnage. Donc, le camionnage, c'est notre nourriture. Fait que moi, je pense que le pétrole risque de demeurer une pression inflationniste pour les prochaines années. Et si les taxes sur l'essence, puis là, je mets toujours une parenthèse, l'hypothèse où Pierre Poilievre est élu puis annule tout ça, mais est-ce qu'il va pouvoir vraiment annuler toutes les nouvelles taxes sur l'essence dans le contexte des changements climatiques? En tout cas, lui, jure que oui. Mais sinon, on s'en va vers de l'essence qui va être systématiquement toujours en... Mettons, en 2030, l'essence va être en haut de 2 $ le litre tout le temps, ça, c'est certain. Là. Actualité. En Beauce, le petit garçon de 12 ans qui a été retrouvé dans l'incendie, ça c'est absolument tragique. Ce qu'il est aussi, c'est qu'on a appris aujourd'hui que son grand-père avait également perdu son épouse en 2008. Moi, au-delà de la tragédie, je te dirais, tu sais, la mère de ce jeune-là de 12 ans habitait une maison assez vieille, centenaire environ. Ouais. Et là, il y a toute la question également, c'est ce que je lisais dans l'article, il y a toute la question de l'isolation d'une maison ancienne. Ben, je peux t'en parler. Moi, c'est ça. Tout ça. Ben, moi, j'ai habité là-dedans longtemps. Là. Moi, j'ai racheté la maison familiale, qui était une maison construite dans les années 30. 1830. Pas 1930, 1830. Il y avait une base, il y a eu des agrandissements, mais il y avait une base là, de la fondation de la maison. Puis tout en bois. Construit tout en bois. Avec du bois qui a un siècle et plus, c'est plutôt sec. Ouais. Fait que c'est sûr que tu te dis, il faudrait pas que le feu pogne là-dedans. Là. On couche toute la famille couche au 2e étage, avec des escaliers pour descendre. Il y a des balcons, il y a des façons de s'en sortir, là, mais... Et quand je vois je pense toujours à ça parce que c'est certain que des maisons, on le voit souvent, là, des maisons, construction d'un certain âge, tout en bois, c'est magnifique, c'est des belles qualités de maison, c'est bien insonorisé, ça se chauffe bien, c'est excellent une maison en bois. Mais quand t'as le malheur que le feu embrase ça, la nuit, quand les gens dorment, puis ils sont pris de vitesse, personne ne peut réagir immédiatement, tout le monde se fait prendre, là, le feu prend quelques minutes d'avance, puis quand les gens se réveillent, il est trop tard. Je veux dire que ça doit être une grande épreuve de perdre quelqu'un dans un incendie, d'imaginer ce qu'il a vécu, de dire il n'a pas pu sortir du feu. Juste ça, c'est un jeune de 12 ans, évidemment, tragédie. Mais ce monsieur-là, ben oui, vraiment, la poisse, la guigne s'acharne sur lui. Perdre 2 êtres chers, dans 15 ans d'intervalle, là, dans des incendies. Triste événement. Moi, je te dirais, c'est une des hantises à la maison. Puis dès que mes enfants ont été jeunes, on a déjà établi des protocoles. Un plan, ouais. Ouais. Ça veut pas dire que ça fonctionne, mais au moins... Mais c'est prouvé que c'est bon, parce que c'est prouvé qu'en panique,
tu ne réfléchis plus, au sens de réfléchir, il n'y a plus d'engrenage. Fait que la seule chose que tu peux faire, c'est exécuter spontanément quelque chose qui est déjà décidé, là, qui a déjà été clarifié dans ta tête, tu vas l'exécuter. Tu vas mal évaluer, si tu n'as plus le temps de réfléchir, tu vas mal évaluer tes options si tu n'as pas déjà un plan, une sortie, quelque chose de préétabli. C'est encore plus vrai avec des enfants. Là. Mm-hmm. Mais ça, c'est ça. Mais malgré ça, personne n'est à l'abri, c'est ça. Dans ce cas-ci, j'ai vu les images, là, ça a l'air d'avoir brûlé. Pas une très grosse maison, complètement en bois, ça a l'air d'avoir brûlé comme sérieusement. Tu dis, quand tout le monde dort, par le temps que tu te rendes compte qu'il y a un problème dans la maison, des fois, il est trop tard. Ouais, si t'as pas la chance qu'un voisin... Des fois, souvent, là, c'est un voisin, c'est quelqu'un sur la route, là, un voisin qui passe, qui voit le feu avant les résidents et qui vient les réveiller, mais si t'as pas cette chance-là... Très triste, en tout cas, comme histoire. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Mario, on connaît le manque de logement qu'il y a en ce moment au Québec. Et je te dirais que j'essaie de me mettre dans la peau de quelqu'un qui n'arrive pas à trouver un appartement ou un logement quelconque, puis je serais prêt à prendre un peu de n'importe quoi. Question d'avoir un toit sur la tête. Eh bien, il y a un couple qui a décidé de faire ça et s'est ramassé dans une maison absolument insalubre. Et là, ben... En fait, ils avaient un toit, mais... Ils avaient un toit, mais... Pas à grandeur, là. Ben là, écoute, les fenêtres tenaient avec du masking tape. Ce qui a d'ailleurs causé un incendie. Donc, la neige est rentrée par la fenêtre qui tenait avec du tape. Ça a coulé sur le calorifère. Ça a mis le feu à la maison. Puis, donc, tu sais... Donc, tout ça pour dire que le propriétaire, lui, refusait de les faire partir. Puis de toute façon, un déménagement, ça coûte cher. C'est pas tout le monde qui a les moyens de déménager plusieurs fois dans la même année. Alors, il va devoir payer 10 600 $ d'amende pour avoir mis en danger la sécurité et la santé de ses locataires. Donc, tu sais, on critique souvent... Il y a un point de rupture. Ben, c'est ça. On critique souvent le tribunal du logement et tout ça. Cette fois-là, au moins, les locataires ont eu une mince consolation, je dirais. Le tribunal administratif du logement est surtout critiqué plus pour ses délais que pour la qualité de ses décisions. Je ne dis pas que c'est jamais arrivé, mais moi, mettons, je dirais, dans ma vie, quand j'ai entendu des critiques du tribunal administratif du logement, à 95%, c'est qu'à un moment donné, c'est tellement lent que faut que tu règles des histoires de loyer, mais là, il faudrait que ça se règle tout de suite, dans quelques semaines. Ou, si tu dis, mettons que tu as un délai d'attente d'1 an, mais c'est parce que là, dans 1 an, c'est un bail une année de bail au complet. Je vais te relancer là-dessus. Le couple a dû abandonner la résidence en juillet 2020. La décision vient de tomber. C'est ça. Mais là, dans ce cas-ci, c'est une compensation financière. Mais c'est ça, c'est un tribunal c'est le genre de tribunal administratif qui devrait régler des affaires rondement pour éviter des conflits, éviter, simplifier. Mais là, qui est pris avec des délais. Puis, moi, j'ai toujours pensé que... Comment je te dirais ça? Quand t'as... mettons qu'il y avait 2 jours de retard sur les dossiers. Probablement que les gens, ils se diraient, on va se dépêcher, on va faire une grosse journée, puis on va reprendre le dessus, puis on va se remettre, là, tu sais... C'est comme à l'urgence. Si t'avais 15 minutes d'attente à l'urgence, puis à un moment donné, ça montait à une demi-heure, les gens diraient, on va rusher un petit peu pour revenir à notre 15 minutes. Le monde aimait ça, 15 minutes. Mais une fois que tu as 30 heures d'attente à l'urgence, la personne qui arrive, là, qui rentre, tu dis, de toute façon, c'est même pas moi qui va l'avoir, c'est les gens pas du prochain shift, pas du prochain quart de travail, mais de l'autre quart. Fait qu'il y a un point où 28 heures, tu te dépêches même plus. Tu sais, t'es débordé, mais fait que le tribunal administratif du logement fait partie de ça. C'est que t'es tellement débordé que moi, je pense qu'à un moment donné, il n'y a même plus de sentiment d'urgence de dire qu'il faut qu'on se rattrape, il faut qu'on se dépêche, il faut qu'on traite les... Il n'y a plus rien à faire. Non, c'est ça. C'est que c'est des années, des mois, des années d'attente. Ça fait que c'est des organisations qui ont perdu même l'espoir de donner des délais raisonnables. Fait qu'ils roulent le pout, tu train va loin, puis... C'est pessimiste, ça? Oui, c'est pessimiste, mais on a au Québec beaucoup de ces institutions qui... Comment simplifier ça? Est-ce qu'il faudrait, on dit des fois, il faudrait déjudiciariser, il faudrait diminuer le nombre de cas, il faudrait trouver des processus de médiation plus instantanés. Mais là, ça, le tribunal administratif du logement, ça fait... J'ai été élu député en 1994, ça s'appelait la Régie du logement à l'époque. Je me souviens qu'un de mes premiers dossiers, c'est quelqu'un qui se plaignait, la Régie du logement, ça n'a pas de bon sens, les délais, c'est complètement ridicule, c'est 1 an, 2 ans, tout ça.
Déjà. 1994, ça fait 30 ans. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Privatisation des lignes d'Hydro-Québec. Mario, c'est maintenant une réalité. Les Mohawks de Kanawake deviennent propriétaires d'une portion d'une ligne d'Hydro-Québec. C'est celle qui va se rendre jusqu'à New York. On parle pour l'instant de 10% de propriété, ce qui est quand même beaucoup quand on considère que la valeur de ça. Mais... La valeur de ça, et c'est une brèche également que Hydro-Québec vient d'ouvrir. Oui, parce qu'Hydro-Québec a toujours été propriétaire de ces lignes, seul propriétaire à ma connaissance. Oui, mais c'est une privatisation en même temps, on pourrait dire que c'est un partenariat avec une communauté autochtone. On passe sur leur territoire, donc là, je suppose qu'il y a eu négociation. Je suppose aussi que, on sait que c'est des communautés qui ont beaucoup d'argent. Hydro-Québec, présentement, est à la recherche de capitaux, a besoin d'investisseurs, a besoin de capitaux. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir plus de ces partenariats avec des communautés autochtones dans des projets futurs, des lignes de transmission qui pourraient arriver, par exemple, de futurs barrages sur la Côte-Nord ou des partenariats dans... il y a déjà des partenariats privés avec des Autochtones dans les parcs éoliens. Ça existe. À l'heure où on se parle, il y a déjà des parcs éoliens qui sont en partie la propriété de communautés autochtones, dont les redevances sont versées aux communautés. Ça, dans les lignes électriques, c'est comme une nouveauté aujourd'hui, mais je pense que c'est quand même globalement, en tout cas pour l'instant, bien reçu. Moi, j'ai pas de problème avec ça. On veut... Mais peut-être que ça pourrait devenir finalement une espèce de base qui va servir à aplanir un petit peu les négociations avec d'autres Premières Nations, peut-être comme tu disais, plus au nord. C'est une des attentes, je te le dis, là, c'est une des attentes que le gouvernement Legault a envers Michael Sabia. Il y en a beaucoup. Le financement des projets, il y a beaucoup de talent là, de Michael Sabia, une meilleure planification des besoins, le financement des projets, parce que c'est un homme de finance, mais Michael Sabia est aussi un négociateur respecté des communautés autochtones, qui a une bonne approche, donc on lui demande, dans ses nombreux miracles ou mandats qu'on veut qu'il accomplisse pour Hydro, on veut parce que, Hydro-Québec a eu toutes sortes de raisons, bonnes et mauvaises, des relations souvent tendues avec des groupes autochtones. Donc là, on veut que lui puisse, améliorer la relation de la société d'État avec les communautés. Remarquez que ça, c'est quelque chose que Sophie Brochu avait déjà commencé dans son mandat. J'ajouterais que Yann Lafrenière aussi semble avoir participé un petit peu à ce projet-là. Il était vraiment très content aujourd'hui, lui. Et oui. Yann Lafrenière a aussi des bonnes relations avec les Premières Nations. Donc, lui il a établi la relation entre la CAQ et les Premières Nations. Parce que la ministre précédente, Mme Damour, je sais qu'elle n'était pas contente quand elle a été tassée comme ministre, mais elle n'avait pas réussi à entreprendre à établir des liens ou des relations. François Legault, c'est pas un dossier qui le passionnait particulièrement au début. Puis là, François Legault est attiré, c'est-à-dire qu'il y a un ministre qui est tellement dedans, puis qui en parle tout le temps, que ça amène François Legault à avoir une sensibilité là, un peu plus grande aux questions autochtones. Je te dirais que du côté de Kanawake, la grande chef, elle s'est dit évidemment très heureuse de ce règlement-là. Et elle a rappelé également que c'est la ligne qui amène l'électricité vers New York et que les Mohawks... Il y a d'autres Mohawks là, sur le chemin. Là. Oui, il y a d'autres Mohawks sur le chemin, mais ils ont aussi contribué à la construction des gratte-ciels de New York. C'est la plupart des gratte-ciels. Donc elle y voyait avec là mon beau-père. C'est vrai? Ben oui, le World Trade Center, essentiellement, là, des tours très, très hautes ont été complétées par des Québécois et des Mohawks. Pour des raisons X, c'est qu'il y avait moins peur des hauteurs. Moi, mon beau-père a monté les 40, 50. Mon beau-père a des photos de lui en train de manger son sandwich en regardant voler des hélicoptères par le toit. Quand tu regardes un hélicoptère par le toit, assis sur une poutre en mangeant ton sandwich, t'as pas le vertige. Moi, quand je change une ampoule, ça me prend quelque chose pour me tenir. Faut qu'on je me tienne. Ça serait pas moi, juste à te regarder, je tomberais. Non, effectivement, moi, je suis même pas capable de regarder quelqu'un qui grimpe comme ça parce que ça m'énerve, j'ai le vertige. Économie. Rapidement, les pizzas Salvatore ont pris la décision de retirer leurs pizzas congelées des différents points de vente. Puis là, attends, on parle quand même, en quelques mois, là, le nombre de points de vente était passé de 200 à 400 points de vente au Québec. Là, donc des pizzas congelées. Exactement. Puis il était même sur le point, probablement, en fait, il était en négociation avec Costco pour essayer même d'intégrer les Costco. Alors, on parle quand même d'un gros marché. Volume, là. Ce qui s'est passé, c'est que c'est une entreprise familiale et il y a un des membres de la famille qui a dit « Attends un instant, ce n'est pas l'image que je veux donner de nos pizzas. »
Donc, il a tout sous-entendu qu'une pizza congelée que tu mets au four chez vous, c'est pas pareil. Ben évidemment, elle n'a pas le même allure, elle n'a pas la même allure, pardon. La cuisson n'est pas nécessairement pareille, c'est pas la même chose qu'une belle pizza qui sort du four. Donc, j'ai posé la question à notre chroniqueur ici, Philippe Richard Bertrand. J'ai dit, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que c'est une question de look? Il dit, attends un instant, il y a des franchisés en arrière. Puis eux autres sont pas nécessairement contents de voir des pizzas congelées sur les tablettes des supermarchés. C'est-à-dire, le franchisé à Rivière-du-Loup, il veut vendre des pizzas, lui, au public, et non pas que les gens l'achètent à l'épicerie. Dans ses locaux. Tu sais, lui, il a dépensé des centaines de milliers de dollars pour arranger le local. Acheter une franchise Salvatore. Ben oui, exactement. Puis là, il va se faire contourné par un produit congelé qui n'est pas à la hauteur des attentes. Mais ça se fait de plus en plus quand même. Les cages le font, les restaurants ont de plus en plus de produits dans les épiceries. C'est un gros marché. Ouais, mais peut-être la différence, c'est que, mettons, la cage, c'est une expérience aller à la cage, alors que la pizza, t'as moins de multitude de produits. Là. Tu commandes, c'est une pizza, avec si la même pizza est à l'épicerie pour moins cher, ouais, peut-être qu'il y a de la sensibilité. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. Yeah.